Bonjour, patrons et syndicats se retrouvent aujourd'hui pour parler des prépensions. CSC et FGTB déposent par ailleurs un recours en Conseil d'État. Cette mesure contestée du gouvernement oblige aujourd'hui les prépensionnés à chercher du travail comme les chômeurs classiques. Et au même moment, le syndicat chrétien d'enseignement annonce qu'il repart en guerre et appelle à se rassembler dans le collimateur les mesures concernant la pension. Alors, faut-il, oui ou non, reculer l'âge de la pension pour? C'est l'avis de Jean Hendrix. En tant qu'économiste et membre de la commission pension, il considère que c'est une réalité de terrain. Nous vivons plus longtemps. Contre, c'est l'avis de Tony Demonté, le secrétaire général adjoint de la Centrale nationale des employés, la CNE, craint pour l'avenir des jeunes. Vous avez un avis sur la question? Réagissez, soyez pour ou contre. Bonjour et merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Je démarre avec vous tout de suite, Monsieur Hendrix. Vous êtes membre de la commission pension. On va rappeler en 2 mots pour nos téléspectateurs en quoi consiste justement cette réforme. Vraiment en 2 mots. Donc 66 ans, on recule l'âge à 66 ans en 2025 et 67 en 2030. Hein. Oui, donc l'idée c'est de tenir compte des gains de longévité, du fait qu'on vit plus longtemps et d'indexer progressivement notre âge légal de pension en fonction de ces gains en espérance de vie. Quel type de questions on se pose comme ça quand on est dans une commission telle que celle-là? On se pose la question de savoir dans quelle mesure c'est raisonnable de partir de plus en plus tôt à la pension, sachant qu'on vit de plus en plus longtemps. Nos grands-parents partaient à la pension à 65 ans. Nous offrons le luxe de partir en moyenne à 60 ans. On se pose quand même la question alors qu'on vit 5 ans de plus. Je vais arriver tout de suite chez vous, Tony. Vous me disiez, on nous bassine toujours avec ce choc démographique. Il faut arrêter. Vous n'êtes pas d'accord, évidemment, hein? Mais donc, non, je ne suis pas d'accord du tout. Pour 3 raisons. La première, c'est qu'il n'y aura pas de choc démographique, mais ça a été un peu dit. Il y aura une augmentation graduelle du nombre de gens de plus de 60 ans, qui est tout à fait prévisible. Et moi, j'avais vu une étude qui n'était pas syndicale, qui en 2010 disait que le coût de cela correspondrait à 3,7% du produit intérieur brut. Alors, ça peut sembler beaucoup, mais par exemple, pour comparer avec autre chose, le sauvetage des banques en 2 minutes avait coûté 12,7% du produit intérieur brut. Donc, tout est question de volonté politique. Oui, vous avez l'air dubitatif. Oui, non, ne pas mélanger le sauvetage des banques et le phénomène du vieillissement démographique. Donc c'est une réalité qu'on vieillit. Je prendrai juste la remarque du ministre De Croo dans les débuts des années 80 qui déjà annonçait un gros problème dans notre système de pension si on ne réformait pas notre système de pension. Début 80, 35 ans plus tard, on n'a toujours pas véritablement réformé notre système de pension. Il y a le problème du vieillissement, mais il y a d'autres problèmes. La société change, la structure familiale change, l'emploi des femmes a changé, donc tout a changé et on a encore un système de pension qui est devenu complètement obsolète et il est plus qu'urgent maintenant de le réformer. Et les jeunes dans tout ça? Mais écoutez, les jeunes dans tout ça, première chose, l'urgence aujourd'hui, c'est pas de faire travailler les vieux plus vieux, c'est de donner un emploi à tout le monde et notamment aux jeunes pour qu'ils puissent évidemment construire leur futur et financer la sécurité sociale. Au-delà de ça, dans notre société, dans une société moderne, je pense qu'il ne s'agit pas que de travailler, survivre et mourir. Depuis 100 ans, heureusement, grâce aux gains de productivité, on n'a pas cessé de travailler moins et nous pensons que ça doit continuer comme ça peut continuer comme ça dès lors que ces gains-là sont partagés entre tous. Réponse sur l'emploi des jeunes, je pense que de mettre les seniors au chômage ou à la pension n'a jamais résolu l'emploi des jeunes. Vous êtes fort opposé quand même sur cette question. Oui, mais c'est une réalité. Ça fait plus de 10 ans qu'on a laissé partir les gens plutôt à la pension et le chômage des jeunes n'a jamais été aussi élevé. Donc c'est la démonstration par les faits que laisser partir les gens plutôt à la pension ne résout en rien le chômage des jeunes. Mais Monsieur Hendrix, je vous invite à aller voir la direction de Deleuze. La direction de Deleuze, elle dit les 1300 travailleurs, dans les 1800 travailleurs qu'elle veut mettre dehors, il y en a 1300 qui ont plus de 55 ans. Ils nous disent, soit ce sont eux qui prennent leur prépension, ils peuvent la prendre et c'est eux qui sortiront, ou soit on en prendra d'autres. Et donc s'il n'est pas eux, alors si vous pouvez, vous, avec vos études, convaincre la direction de Deleuze qu'ils peuvent garder leurs vieux, garder aussi leurs jeunes et ceux qui sont entre les deux, bravo, mais j'ai beaucoup de doutes sur le sujet. Non, mais ça veut dire très clairement, à nouveau, on prend le cas de Deleuze, on peut prendre d'autres cas. En fait, la stratégie est toujours de mettre les travailleurs qui coûtent le plus cher dehors et faire payer par la collectivité la facture. Ça, ce n'est plus tenable maintenant, il faut le dire très clairement aux gens. Il y a à un moment donné, la facture doit être payée, elle est payée par la collectivité. Et donc des entreprises profitent du système pour se débarrasser des travailleurs qui leur coûtent le plus cher et on pense que ça va, en se donnant bonne conscience, donner de l'emploi aux jeunes. C'est faux. Les jeunes, le taux de chômage des jeunes est de 20 à 25%. Justement, c'est le chiffre qui fâche. Presque 30%
à Bruxelles de chômage des jeunes. Vous me disiez tous les deux à peu près 20%, on n'a pas les chiffres vraiment exacts, mais 20% sur toute la Belgique, c'est énorme. Bon, c'est pas la question aujourd'hui, mais est-ce que ce serait peut-être pas justement un moyen d'éradiquer ou en tout cas de trouver une solution pour ces jeunes qui ne trouvent pas d'emploi? Pour vous, c'est deux choses complètement différentes. Ça fait, regardez tous les discours, ça fait plus de 20 ans qu'on dit ça. Ouais. Ça fait 20 ans qu'on réduit les durées de carrière. Il faut quand même savoir qu'avant, on travaillait plus longtemps qu'on ne travaille aujourd'hui. Donc la stratégie, c'était justement de laisser partir les seniors plus tôt pour libérer de l'emploi pour les jeunes. Ça n'a pas fonctionné, cette stratégie. C'est une stratégie extrêmement coûteuse parce que finalement, il faut payer ses pensions pendant plus longtemps. Et qui les paie? Mais c'est les travailleurs, les actifs. Mais écoutez, ce que monsieur ne dit pas, c'est qu'aurait été le taux de chômage des jeunes si on n'avait pas fait sortir les plus anciens plus tôt de l'entreprise? Il serait probablement beaucoup plus important. Il faut le prendre en compte, hein, ça, mais vous ne le prenez pas en compte. Mais une réalité très courte, on a laissé partir des gens à 52, 55 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire des gens qui vont être à la pension pendant plus de 30 ans, étant donné l'espérance de vie, et qui seront donc plus longtemps à la pension qu'ils n'auront travaillé. Est-ce que tout ça est lié à des faillites? Mais tout ça, les gens comprennent à leur échelle, au niveau d'une famille, vous ne pouvez pas payer plus longtemps quelqu'un à l'inactivité que cette personne ne travaille. À un moment donné, si c'est généralisé au niveau de la collectivité, il y a un déséquilibre. Et c'est le déséquilibre. Allez, une question. Vous êtes un brillant économiste, et donc vous allez peut-être pouvoir me répondre. En quoi est-ce que décider que les vieux vont travailler plus vieux va avoir comme effet dans une entreprise que la demande de travail pour continuer d'incorporer de la même façon les jeunes va augmenter? Enfin, il faut m'expliquer. Donc, les employeurs vont décider de créer de l'emploi. Je vais vous répondre très simplement. La comparaison, c'est l'emploi des femmes. Si je tiens à ce discours de dire on va mettre les vieux dehors pour laisser la place aux jeunes, pourquoi ne pas remettre les femmes au foyer pour laisser la place aux chômeurs? C'est exactement... Et personne ne voudrait tenir un discours tel que celui-là aujourd'hui. C'est un discours réactionnaire. Avec vos méthodes, qu'est-ce qu'on fait pour le moment pour les femmes? Pour l'essentiel, on en fait des travailleuses pauvres, elles n'ont que des boulots mal payés, essentiellement à horaires réduits, hein, à temps partiel, etc. C'est ça qu'on fait pour le moment. Nous, ce que nous voulons justement, et pour financer aussi le système des pensions, c'est de donner à tous et à chacun un emploi de qualité, temps plein et correctement rémunéré. Avec votre système, vous allez encore aggraver, refermer un peu plus la porte des entreprises, et pour les travailleurs et temps partiels qui sont essentiellement des femmes, et aussi pour les jeunes qui n'ont pas de boulot pour le moment. Une réaction que ça vous concerne directement, c'est comme vous dire vous devez retourner au foyer et laisser un homme prendre votre place pour créer de l'emploi. Mais c'est comme si c'est pas un jeu de chaise musicale. Il ne faut pas en quelque sorte virer quelqu'un pour mettre quelqu'un d'autre à la place. C'est pas comme ça que fonctionne le marché du travail. Vous y croyez? Mais j'y crois parce que les chiffres sont là. Si vous regardez les pays nordiques, on a vraiment travaillé pour essayer de maintenir plus longtemps en retravaillant les conditions de travail, le contenu du travail, le rythme du travail. C'est un modèle. Oui, très clairement, les pays nordiques sont un modèle et maintiennent beaucoup plus longtemps leurs seniors sur le marché du travail. Il y a un respect des seniors. Et donc, il ne faut pas opposer les seniors et les jeunes en disant aux seniors, c'est de votre faute que les jeunes sont au chômage, parce que c'est faux. Il y a un respect des jeunes dans les pays scandinaves, sans doute, c'est une chose. Mais autre chose, c'est que l'état de leur marché du travail est beaucoup meilleur que le nôtre. Et le ratio entre le nombre d'emplois disponibles et le nombre de personnes en âge de travailler est beaucoup meilleur chez eux. Mais chez nous, c'est pas ça. Nous avons des taux de chômage globaux et d'emplois disponibles qui ne sont pas du tout les mêmes que dans les pays scandinaves. C'est comparer pourquoi le ratio est meilleur? Parce que, par exemple, on investit beaucoup plus dans la formation des seniors. Chez nous, à 45 ans, on arrête d'investir dans la formation des seniors. Donc on va dire aux gens, vous devez travailler plus longtemps, mais les gens ne sont plus formés. Le cycle de compétences se raccourcit, les gens ne savent plus suivre le rythme du marché du travail. Écoutez, donc les pays nordiques ont investi dans la formation des seniors. Chez nous, c'est zéro, on n'investit pas. Je crois qu'on peut se retrouver sur beaucoup de choses, hein, mais seulement alors, dites-moi pourquoi le gouvernement, j'imagine, agit en fonction de ce qu'a décidé votre commission. Pourquoi est-ce qu'avant de réfléchir à tout ça, de créer toutes les conditions pour faire ce que vous dites, on commence par mettre la pension à 67 ans, à rendre les prépensionnés disponibles sur le marché de l'emploi, casser des mesures de fin de carrière en matière de crédit temps pour les personnes âgées, leur permettre de rester dedans. Expliquez-moi pourquoi vous avez demandé au gouvernement de brider le cheval avant les bœufs, enfin la charrette avant les bœufs, je ne comprends pas. On n'a pas demandé ça, donc le gouvernement a décidé de prendre des positions dures et très symboliques. Nous, en tant que membres de la Commission, ne considérons pas que l'âge de 67 ans soit la formule miracle, ce n'est pas l'urgence. L'urgence, c'est de trouver des moyens de rendre possible le prolongement d'activité au-delà de 60 ans. Ça veut dire qu'on est plus vieux à 67 ans maintenant? On peut encore mais ça veut en tout cas dire très certainement qu'à 60 ans, la plupart des gens peuvent encore continuer à travailler, contrairement à ce qui se fait aujourd'hui. Et devraient continuer à travailler. Je peux vous dire, madame, qu'à 67 ans, quand on est cadre supérieur, on peut encore travailler. Quand on est maçon, ouvrier, en sidérurgie, travailleur lourd, à 67 ans, on ne peut plus travailler. Mais il y en a beaucoup qui sont morts déjà. Est-ce qu'on promet justement des mesures au cas par cas, en fonction des travailleurs? Mais ce n'est pas la réalité, justement. On déforme la réalité. Plus personne ne travaille au-delà de 65 ans. Ça n'existe plus, ça. Donc, le problème, c'est que
les gens, travail, vous dites. Au-delà de 65 ans, ça n'est qu'une exception, ce n'est pas la réalité. Je vous ai dit, 9 personnes sur 10 arrêtent bien avant 65 ans. Donc l'enjeu, c'est de trouver un moyen pour que les syndicats et les patronats révisent les conditions de travail, le rythme de travail pour permettre aux travailleurs de rester plus longtemps, ne serait-ce qu'à mi-temps, à 3/4 temps, à 1/4 temps. Là, nous pouvons trouver, si on travaillait, mais il faut commencer par ça, sur la carrière dans son ensemble, pour rendre moins pénibles les conditions de travail, avoir des conditions de sortie plus favorables et plus douces. À ce moment-là, un jour, on pourra parler de ça, mais il faut commencer par ça. Pour l'instant, les conditions de travail sont de plus en plus dures, de plus en plus stressantes, toutes les études le montrent, et on nous dit qu'il faut travailler plus. Ça n'a pas de sens. Vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Tony? Oui, parce qu'aujourd'hui, il y a plus de pression et donc en plus on nous demande de travailler plus longtemps. Moi, j'ai une formule très simple, on ne peut pas demander aux gens de courir un marathon à la vitesse d'un sprint. Donc il faut effectivement permettre de ralentir les fins de carrière, d'autant plus qu'on est dans des métiers pénibles. D'ailleurs, à l'heure actuelle, au niveau de la Commission, nous travaillons sur la définition des métiers pénibles. Donc c'est une réalité, il faut tenir compte de la réalité du terrain. Il y a des gens qui sont en incapacité de continuer à plein temps, même à partir de 55-58 ans. Pas de problème avec ça. Donc on doit avoir plus de souplesse dans notre système de pension qui n'autorise pas ces ralentissements progressifs, ces sorties progressives de carrière. Bien, j'espère que le gouvernement va écouter la Commission, parce que pour le moment, le gouvernement donne tout fou à ça et fait exactement le contraire. Vous avez l'impression qu'on ne vous écoute pas au gouvernement? Oui, non. Vous n'avez plus entendu parler de la Commission depuis la sortie du rapport en juin, donc nous sommes mis hors jeu d'une certaine manière. Vous avez donné on ne participe pas à ces décisions, soyons clairs. Écoutez, moi je voulais vous dire à tous les deux, on a reçu énormément de réactions sur Facebook et beaucoup de gens craignent pour les jeunes. C'est vraiment la question qui fâche, j'ai envie de dire. Et je vous propose d'ailleurs, tiens, prenons la vision des jeunes. Et c'est intéressant puisque nous avons Lisa Lebrun. Lisa, vous êtes avec nous? Oui, je suis bien là. Très bien, j'espère qu'on vous entendra bien, Lisa. Merci de participer à cette émission. Vous êtes donc étudiante à Louvain-la-Neuve, vous êtes également jobiste et vous êtes responsable d'une association. Et vous dites, ce type de mesure, c'est quand même inquiétant pour l'avenir des jeunes. Oui, c'est très inquiétant. On sait aujourd'hui qu'effectivement, vous l'avez dit, 20% des jeunes sont au chômage. Dans certains quartiers, ça monte à 1 jeune sur 2. Les jeunes sur les campus ici, donc à Louvain-la-Neuve particulièrement, partout en Belgique, mais une fois je suis sur Louvain-la-Neuve, les jeunes sont très inquiets, ils ne savent pas trop qu'est-ce que l'avenir va leur réserver. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir partir à la pension, nous, puisque si aujourd'hui on parle de 66-67 ans, qu'est-ce qu'il en sera dans 40 ans quand ce sera notre tour? Et alors surtout, par rapport à la disponibilité de l'emploi, on se demande tous si on va trouver un travail qui va nous convenir, un travail qui va nous permettre de nous épanouir. Effectivement, demander à des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus, de continuer encore pendant 2 ans, 3 ans, peut-être plus, à travailler, alors que nous, on ne trouve pas d'emploi, et qu'en même temps, on diminue l'accès au chômage, on diminue l'accès aux allocations d'insertion, c'est incompréhensible. Vous avez parlé des pays scandinaves, donc moi je fais partie de COMAX, le mouvement de jeunes du PTB. Oui, on a fait des études nous aussi par rapport aux pays scandinaves. On voit en Suède, ils ont réformé leur pension en 2000, dans le même sens que ce qu'on va aujourd'hui. Et quel est le résultat? En 2000, il y avait 10% de jeunes au chômage. Aujourd'hui, 15 ans plus tard, le pourcentage a monté à 24%. C'est la plus grosse augmentation en Europe occidentale. C'est évident que ça a un impact sur l'emploi des jeunes. Et dans le contexte actuel où on voit que les enquêtes montrent que les jeunes sont inquiets, que les jeunes sont pessimistes par rapport à leur avenir, c'est inacceptable une mesure comme celle-là. Lisa, je me permets, merci en tout cas d'être intervenue sur ce plateau. Je me permets parce que Jean-Hendrix avait une réaction par rapport à ce que vous veniez de dire. Et donc c'est une réalité qu'il y a une difficulté pour les jeunes en Suède à l'heure actuelle, mais il faut connaître la situation parce que la Suède a une structure économique qui privilégie l'emploi qualifié. Et donc la plupart des jeunes qui n'ont pas de diplôme ou qui ne sont pas qualifiés n'arrivent plus à s'insérer sur le marché de l'emploi en Suède. Et c'est quelque chose qui se généralise à toute l'Europe. C'est une réalité, donc ça interpelle la question du chômage des jeunes, mais il ne faut pas aller chercher les solutions là où elles ne sont pas. Ce n'est pas le système de pension qui est responsable de ça. Le vrai responsable, c'est notre structure de formation et d'enseignement. Donc n'allons pas chercher, si vous voulez, des boucs émissaires là où ils ne sont pas. Ayons des formations adaptées aux besoins du marché de l'emploi et formons les jeunes en fonction des qualifications qui sont les qualifications d'avenir sur le marché de l'emploi. Et peut-être que là, on va résoudre le problème à la base. Donc n'allons pas chercher des fausses solutions. Tony, la clé, c'est la prévention. L'urgence sociale, en tout cas, c'est la question des jeunes, et la politique qui est actuellement menée, notamment au niveau des allocations d'insertion, sonne comme des invitations à aller passer des stages en Syrie. Et c'est ça qui se passe. On décourage les jeunes, on en fait des désespérés. Et donc on ne le résoudra pas avec la pension, mais en tout cas, on ne va pas le résoudre non plus en faisant en sorte que les vieux prennent les quelques emplois qui restent aux jeunes. Et donc l'urgence sociale, c'est de donner un emploi aux jeunes pour qu'ils puissent se construire un futur, c'est évident. Donc la clé, ce serait la prépension.
pour vous, clairement. Je pense que pour l'instant, en tout cas, il faut commencer par donner de l'emploi aux jeunes et donc continuer à permettre une sortie douce, parce que la prépension c'est ça, une sortie douce quand on supprime de l'emploi, permet de donner plus d'emplois aux jeunes, c'est clair. Moi, j'ai relevé une question de Lisa qui était au téléphone, malheureusement qu'on n'entendait pas très bien, mais elle disait oui, pour l'instant on parle de 67 ans en 2030 et après. C'est vrai ça. Est-ce qu'on fait des projections comme ça sur mais quel est l'intérêt de ces projections à un tel horizon? Vous voyez bien dans quel monde on vit, vous voyez que tout est imprévisible. Qui sait si on sera encore dans l'euro? Qui sait quelle sera la situation de la Belgique? Si la Belgique elle-même existera encore à cet horizon-là. Donc ce genre de réforme à un horizon de 2030, ça relève du ridicule, je m'excuse. Ça n'a aucun... Vous trouvez aussi que 2030 c'est encore trop loin? Mais on est en train de travailler sur quoi? On a des urgences immédiates. C'est comme si je vous dis on va refaire un plan de réinvestissement des centrales nucléaires en 2040, alors que maintenant on a des fissures dans nos centrales nucléaires. Il faut quand même avoir un certain degré et répondre aux urgences. L'urgence, c'est ça. On a des jeunes qui n'ont pas de boulot et on a des seniors qui se sentent éjectés du marché du travail et qui se sentent presque coupables de garder leur emploi. Moi, j'ai rencontré des médecins qui me disent est-ce que monsieur, est-ce que je dois poursuivre? Est-ce que je ne dois pas laisser la place à un jeune médecin? Je trouve ça des situations inacceptables parce qu'on dresse les générations les unes contre les autres. Ça, c'est la réalité de terrain. Et c'est un discours qui est très dangereux parce que si vous dressez les générations l'une contre l'autre, le système même de sécurité sociale qui repose sur cette solidarité entre les générations peut s'effriter. Et je suis bien triste pour votre ami médecin, mais l'urgence sociale, c'est quand même les jeunes qui n'ont pas de revenus, pas d'emploi, pas de futur. C'est d'abord ça. Il y a aussi cette double actualité avec les prépensionnés qui doivent se remettre sur le marché du travail en quelque sorte. Donc ce matin encore dans la presse, on pouvait lire cette fameuse réaction de 1500 personnes qui s'adressent à Chris Peeters, le ministre de l'Emploi, évidemment qui sont fâchés par rapport à cette mesure. Ces personnes ont l'impression d'être trompées, mais du coup ça aussi, est-ce que ça n'aura pas une influence sur le marché du travail et des jeunes? Je voudrais quand même réagir. Je pense que quand on fait des réformes en matière de système de sécurité sociale, il faut tenir ses engagements. Et donc, au niveau de la commission pension, on a parlé d'un contrat social. Donc, les règles du jeu doivent être claires. Et on ne change pas les règles du jeu en cours de route. Donc, ici, il y a un vrai problème parce que les gens se sont attendus raisonnablement à pouvoir quitter le marché du travail à un certain âge, et maintenant on remet en question ces décisions. Je suis désolé, les décisions qui ont été prises comme celle-là, on ne peut pas les renégocier a posteriori. Oui, surtout pour toutes ces personnes qui n'ont pas demandé à être prépensionnées dans le cadre de faillite ou autre. Ils ont fait leur choix sur des bases... C'est vraiment doublement indécent. Un, à cause des taux de chômage dont on a déjà assez parlé. Deux, parce que, comme vous l'avez dit tantôt, M. Hendrick, souvent le choix se fait dans la douleur d'une restructuration parce qu'on veut laisser l'emploi aux autres. Et à ces mêmes personnes-là, on leur dit maintenant, vous allez devoir chercher un autre travail, souvent moins bien rémunéré, moins protégé, plus flexible. C'est indécent, c'est scandaleux. Actualité sociale donc un peu difficile, de nouveau ces derniers temps. Est-ce que vous craignez l'un et l'autre des grèves? Oui, il y a un danger. Si on continue dans cette démarche actuelle, qui est vraiment une démarche tristement de confrontation, tant au niveau, je veux dire, patronal et syndical qu'au niveau des pensionnés et des jeunes travailleurs. Donc on dresse les gens les uns contre les autres, et ce n'est vraiment pas la bonne manière de résoudre des problèmes aussi graves que cela. Nous sommes déjà à la dernière minute. Alors, faut-il, oui ou non, reculer l'âge de la pension? Vous êtes là pour vous exprimer. Je vous en prie, Tony, adressez-vous aux téléspectateurs. Quels sont les arguments phares? Alors, deux choses. Un, je pense qu'il faut vraiment renforcer notre système de pension légale, qui est le seul à même de casser cette équation automatique qui est que vieillesse rimerait avec pauvreté. Et jeter ça pour favoriser finalement des intérêts privés serait un crime. Deux, je dirais, l'urgence n'est pas dans cette décennie de faire travailler les vieux plus vieux, mais bien de donner un emploi à tous et particulièrement aux jeunes pour qu'ils se construisent un futur, pour qu'ils puissent financer la sécurité sociale et garantir ainsi notre système de pension qui est basé sur deux principes, un principe d'assurance certes, mais de solidarité aussi. Et Ali, vous reste 30 secondes. Oui, donc je suis assez opposé aux mesures qui soient uniformes, applicables à tous, sans tenir compte des réalités de terrain pour chacun. Certains ont des métiers beaucoup plus difficiles que d'autres, certains sont fatigués avant d'autres, et on doit permettre une plus grande souplesse dans le système de pension. Certains sont effectivement sans problème, comme moi par exemple, avec mon métier, capable de travailler jusqu'à 65 ans, 70 ans, sans aucun problème. Pour d'autres, ce n'est pas faisable. Et donc, il faut que ce système de pension s'adapte à la réalité du terrain et à la réalité de notre société. Très bien. Merci à tous les deux d'être venus vous exprimer sur notre plateau à propos d'un sujet hautement polémique. Merci pour vos réactions. À demain pour une nouvelle question d'actualité. Tout de suite, RTL Info 13h. Luc Gilson.